pour commencer. Donc on a vraiment le grand plaisir d'accueillir comme première intervention Monsieur Yvan Segré, qui est docteur en philosophie et talmudiste. Sa thèse de doctorat intitulée « La réaction philosémite européenne à l'épreuve de l'histoire juive », qui a été défendue en 2008 sous la direction de Daniel Ben Saïd, a été publiée par la suite en 2 volumes, sous les titres « Qu'appelle-t-on penser Auschwitz » et « La réaction philosémite ou la trahison des clercs ». Et Yvan Segré est donc auteur, après, depuis lors, de 4 autres ouvrages, dont le dernier, Les pingouins de l'universel, anti-judaïsme, antisémitisme, antisionisme, publié assez récemment, donc en 2017, où il revient notamment sur les clivages qui entourent ces questions, la question d'Israël, de l'antisionisme, notamment à partir de l'histoire de l'anti-judaïsme, puis de l'antisémitisme. J'avais fait part aux orateurs du fait qu'il fallait que je parle qu'il fallait qu'ils parlent lentement, mais je me rends compte que je parle très vite. Excusez-moi. Voilà, donc il nous propose aujourd'hui une intervention qui est intitulée « Ce que peut cacher la critique légitime d'Israël, étude de cas », où il va s'arrêter sur une conférence de presse du général de Gaulle, et qui ne va pas sans faire le lien, faire écho à certains propos qui ont déjà été évoqués hier, notamment par M. Achkar, sur les fonctions que peuvent revêtir aujourd'hui la lutte aussi contre l'antisémitisme pour servir parfois certaines ambitions, certains autres enjeux. Voilà, donc je propose de lui céder la parole ici pour 30 minutes. Merci beaucoup. 20 minutes, je vois. 20 à 30 minutes, comme vous le souhaitez, pas 20 minutes, c'est très bien aussi. Donc l'étude de cas que je me propose de soumettre à votre sagacité. Ça va Micro. Okay. Vous êtes un petit peu plus proche. Comme ça, c'est bon? Oui. Ok. Il ne parle pas encore. Plus près encore? Parce qu'ils nous ont dit de ne pas mettre le micro trop près. Donc, ça va comme ça? Ok. Donc l'étude de cas que je me propose de soumettre à votre sagacité est la très célèbre conférence du général de Gaulle prononcée en novembre 1967. On rend souvent compte de cette conférence en des termes peu ou prou semblables à ceux de tel article, glané en l'occurrence sur le site Antiope et portant sur l'histoire des relations diplomatiques entre la France et Israël. Il y eut bien sûr des désaccords et même un certain froid lorsque de Gaulle haussa le ton contre ce peuple sûr de lui-même et dominateur. Mais dans l'ensemble, jamais la France n'a représenté un obstacle sérieux au rouleau compresseur de la colonisation israélienne. La citation est extraite d'un compte-rendu du livre d'Alain Grèche et Hélène Aldeguer, Un chant d'amour, Israël-Palestine, une histoire française parue à la Découverte en 2017. Reportons-nous donc à ce livre, une bande dessinée qui retrace l'histoire des relations diplomatiques entre la France et Israël à partir de documents d'archives. Et arrêtons-nous sur la conférence de presse du général de Gaulle, l'événement choisi par un numéro du Monde diplomatique qui reproduit les bonnes pages du livre, dessin d'Aldeguer, texte choisi d'Alain Grèche. Lors de la conférence de novembre 1967, abordant la situation au Moyen-Orient, le général s'emporta contre Israël et les Juifs. Dans ses mémoires, il s'en explique. Je suis émotif, passionné de nature. S'il s'était emporté, de Gaulle n'avait cependant pas perdu le sens des réalités, comme il le souligne aussitôt. Finalement, à cette conférence de presse, on a oublié la partie la plus importante de mon discours consacré au conflit du Proche-Orient. Et Alain Grèche de rapporter, en guise d'illustration, la partie donc la plus importante de son discours, je cite, « Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. » La leçon à tirer de cet épisode, célèbre dans l'histoire des relations diplomatiques entre la France et Israël, serait donc la suivante. En mettant l'accent sur la saillie de Gaulle à l'endroit des Juifs, on a manifestement souhaité occulter l'essentiel de son discours, à savoir la dénonciation de l'impérialisme israélien, de son occupation illégale de la Cisjordanie et de Gaza, de sa politique d'expansion belliqueuse. C'est du moins la leçon que tire Alain Grèche
dans un article paru en septembre 2017 sur le site Orient 21. Évoquant la polémique qu'avait suscité la conférence du général, il explique en effet, je cite, « En réalité, cette polémique sur l'antisémitisme supposé de l'homme du 18 juin 1940 sert à relancer l'offensive contre les positions adoptées en novembre 1967. » C'est aussi ce que souhaite souligner Dominique Vidal dans un opuscule consacré à l'antisionisme. Revenant sur cette conférence, il observe, je cite, que la préoccupation de De Gaulle est d'abord géopolitique, car il redoute qu'un conflit au Proche-Orient relance la guerre froide et étouffe, ce faisant, la recherche par Paris d'une troisième voie. La saillie de De Gaulle à l'endroit des Juifs n'en était pas moins, au mieux bien maladroite, au pire sordidement vicieuse. Car si les Juifs avaient été de tout temps un peuple dominateur, on comprenait mieux rétrospectivement le ressentiment de quelques-uns, dont Ernst Junger, qui dans un livre intitulé « La paix », paru en 1945, écrivait « Un peuple honteux de larves poursuivait dans l'ombre ses artifices affreux. » Dès lors, les uns prenaient argument de la maladresse du général pour occulter la partie la plus importante de son discours, celle relative à une occupation illégale qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Les autres, à l'inverse, minimisaient la chose afin de s'en tenir aux faits matériels de l'occupation. De ce débat, les termes n'ont apparemment guère changé. Les uns insistent sur la manière dont la critique de la politique d'Israël se nourrit au sein du préjugé judéophobe, et ils en tirent argument pour observer, et parfois faire observer, un silence religieux sur la question de l'occupation. Les autres dénoncent l'argument d'un anti-judaïsme éternel invariant transhistorique, servant de cache-sexe aux faits matériels du colonialisme juif en Palestine, lequel est, assure-t-il, l'ennemi principal des forces progressistes dans cette région du monde et peut-être au-delà. Qu'en penser ? Le mieux est peut-être d'en revenir aux mots de Lénine au sujet d'une bourgeoisie qui s'est partout appliquée à attiser les haines religieuses pour attirer dans cette direction l'attention des masses et les détourner des questions politiques et économiques véritablement importantes et capitales. Passé au crible d'une analyse marxiste, la maladresse de De Gaulle en novembre 1967 pourrait en effet s'avérer beaucoup moins émotive, passionnée que le général ne veut bien le dire. Mais encore faut-il s'entendre sur le sens du mot marxiste et se donner les moyens de déchiffrer ce que Dominique Vidal appelle la préoccupation d'abord géopolitique du général de Gaulle en 1967, laquelle préoccupation, depuis 1962, ne concerne pas tant l'Orient arabo-musulman que l'Afrique subsaharienne, soit ce que François-Xavier Verschave a appelé la France-Afrique. Une politique semi-officielle de réseau, les tristement célèbres réseaux Focard, qui mêlent coup d'État, intervention militaire, pillage des ressources naturelles, détournement de fonds, etc. Car la République française n'a cessé de défendre ses intérêts en Afrique à l'abri du soleil médiatique. Des Africains assassinés par l'armée française ou avec son concours direct ou indirect, il est en effet peu question en France au regard de la médiatisation du conflit israélo-palestinien et des nombreux débats, colloques, interventions que suscite depuis 1967 la politique israélienne en Cisjordanie, à Gaza et au sud Liban. Et pourtant, depuis les indépendances africaines, l'armée française a effectué une vingtaine d'interventions d'envergure au sud du Sahara. C'est une note de bas de page dans le livre de Verschave, France-Afrique. Et à cette lumière, la célèbre conférence de De Gaulle pourrait n'avoir eu d'autre enjeu véritable que de donner le là.
Plus on parlera de l'impérialisme juif, moins on parlera de la France-Afrique. Il suffit du reste, pour s'en convaincre, de s'en tenir aux faits de l'année 1967. Car depuis le mois de mai 1967, une guerre a éclaté en Afrique, dans le Biafra, une province du Nigeria où sont enfouies des réserves d'or noir qu'on estime alors équivalentes à celles du Royaume d'Arabie. Et l'État français, ainsi que ses compagnies pétrolières, font bien davantage que lorgner dessus. Dépossédée du pétrole algérien en 1962, la bourgeoisie néocoloniale entend garder la main sur la totalité du pétrole de l'Ouest africain, son ancien précaré. Et elle agit en conséquence, manipulant des milices indigènes chargées de s'approprier, au nom d'une ethnie quelconque, l'or noir que les compagnies françaises exploiteront. Mathieu Ozano, dans sa grande histoire du pétrole, résume l'affaire en quelques mots bien sentis, je cite. L'action de la France gaulliste dans la guerre du Biafra mérite sans conteste une mention spéciale parmi les épisodes les plus hideux au cours desquels une puissance occidentale aura cherché à accaparer le pétrole d'un pays pauvre. L'attention portée aux Juifs en novembre 1967 ne s'interprète donc pas de la même manière selon qu'on a à l'esprit ou pas ce qui se déroule en cuisine. Ozano, ayant pour objet d'étude le pétrole, s'intéresse à l'action de la France gaulliste plutôt qu'à Israël, et il explique, je cite, « Le 30 mai 1967, le gouverneur militaire du sud-est du Nigeria, le colonel Odumegwu Oyukwu, proclame l'indépendance de la région, désormais nommée Biafra. À Paris, cette sécession est immédiatement perçue comme une aubaine par le général de Gaulle, qui confie alors à son fidèle Jacques Foccart qu'il souhaite le morcellement du trop puissant Nigeria. Avec l'appui de chefs d'État amis tels Omar Bongo au Gabon et Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Foccart organise des livraisons d'armes secrètes par avion à partir de novembre 1967, souvent sous couvert d'aide humanitaire. Le dispositif est soutenu financièrement en sous-main par les régimes blancs racistes d'Afrique du Sud et de Rhodésie, qui cherchent eux aussi à saper l'autorité grandissante du Nigeria au sein de l'Afrique anglophone. » Fin de citation. On comprend mieux pourquoi le général, en novembre 1967, s'étend publiquement au sujet d'Israël et des Juifs, s'émeut, se passionne. En coulisses, officieusement, secrètement, via les réseaux Foccart, il arme les milices du colonel Oyukwu au prix de centaines de milliers de morts. Israël, en regard, c'est pour amuser la galerie. Car dans le fond, il se fiche éperdument des Juifs, le général. Géopoliticien avisé, c'est un approvisionnement sécurisé en pétrole, en gaz, en métaux divers qui le préoccupent. Et au sujet de la guerre du Biafra, Verschave paraît être mieux documenté qu'Ozano, car ce serait dès l'été 1967 que commencent les livraisons d'armes de la France au colonel Oyukwu, et non seulement à partir de novembre. Je cite Verschave. Dès août 1967, le Canard enchaîné signale la présence au Biafra de conseillers européens qui ressemblent à s'y méprendre à des barbouzes français dépendants de Jacques Foccart, secrétaire général à la communauté et à l'Élysée. Le Canard n'a pas tort. Les livraisons d'armes massives ont déjà commencé, dès les premiers succès de l'armée fédérale du Nigeria. Le 13 juillet 1967, selon le mercenaire Rolf Steiner, un premier avion français chargé de munitions atterrit à Uli, au Biafra, venant du Gabon. L'ambassade américaine à Lagos signale la fourniture par l'armée française d'un bombardier B-26, illégalement acheminé à Enugu, capitale du Biafra, par un équipage français. À partir d'août 1968, des dizaines d'avions déversent sans arrêt des tonnes de matériel militaire sur les deux aérodromes, deux morceaux de route droite que les Biafrais peuvent encore utiliser. L'armée fédérale est stoppée brutalement. À Lagos, on manifeste contre la France. 1000 tonnes d'armes et de munitions sont livrées en 2 mois. Libreville, Abidjan et Fernando Po sont les points de départ d'un véritable pont aérien, ce que confirme Oyukwu.
Il y a plus d'avions atterrissant au Biafra, dit-il, que sur n'importe quel aérodrome d'Afrique, à l'exception de celui de Johannesburg. » Fin de citation. Le comble de l'histoire est qu'à la suite de la guerre des 6 jours, De Gaulle, par mesure de rétorsion, suspend les livraisons d'armes à Israël. Vidal, Dominique Vidal, évoquant la chose, observe. Ce tournant, certains l'attribuent à l'antisémitisme présumé du général De Gaulle. Thèse malveillante, s'empresse-t-il d'ajouter. La vérité historique étant d'une toute autre facture, je cite Dominique Vidal. Le cours nouveau mis en œuvre par De Gaulle au Levant en 1967 s'inscrit en effet dans la politique d'indépendance vis-à-vis des États-Unis qu'il construit pas à pas tout au long de cette décennie. Fin de citation. Ce n'est pas inexact, mais encore faudrait-il préciser que l'Afrique de l'Ouest est le terrain de prédilection de sa politique d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. En regard du texte de Vidal, citons donc celui de Verschave, lequel explique au sujet du Biafra, cette région gorgée de pétrole que l'obscur colonel Oyukwu prétendit détaché du Nigeria anglophone et placé sur orbite française. Je cite donc Verschave. L'aubaine biafraise suscite en fait une véritable ligue latine contre les anglo-saxons. Le Nigeria étant une enclave anglo-saxonne dans une Afrique de l'Ouest latinophone. Les visées françaises sont en effet soutenues par le Portugal de Salazar, qui conservait son empire africain contre l'avis américain, et par l'Espagne de Franco, qui possédait encore la Guinée équatoriale. C'est de la partie insulaire de cette colonie, Fernando Po, que partira vers le Biafra une grande part des approvisionnements en armes. Fin de citation. Sans le soutien militaire français aux sécessionnistes, emmené par le colonel Oyukwu, l'aventure biafraise aurait tourné court, si bien que des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants auraient été épargnés par la guerre et la famine, peut-être même des millions. Verschave écrit « Alors que la sécession proclamée le 27 mai 1967 était en passe d'être réduite par le gouvernement nigérian, les mercenaires, les armes et les fonds secrets franco-africains ont prolongé durant 30 mois une effroyable guerre civile qui fit 2 à 3 millions de morts. Et Ozano confirme. La guerre va faire entre 1, 2 et peut-être même 3 millions de morts, en très grande majorité des civils biafrais, dont de très nombreux enfants affamés par le blocus alimentaire imposé par l'armée nigériane. En fait, il semble que les autorités nigérianes, qui n'entendaient pas se voir déposséder du pétrole par les Français, étaient prêtes à concéder un couloir humanitaire, mais sous certaines conditions que refusa le colonel Oyukwu, dont les soldats, il est vrai, n'avaient pas besoin de nourriture, mais d'armes. Commentant la conférence de presse de De Gaulle, Raymond Aron écrit en décembre 1967 « La tromperie au service d'une grande œuvre se pardonne aisément, inspire même parfois l'admiration. Il n'en va plus de même lorsque l'objectif sent le pétrole et que le renversement des alliances semble dicté par l'humeur, l'amour-propre blessé ou d'obscurs calculs. » Fin de citation. L'odeur de pétrole, croyait le sociologue, devait provenir du golfe arabo-persique, la France prenant résolument le parti du monde arabe pour cette raison. Il voyait en partie juste, mais n'ayant pas à l'esprit la politique officieuse de la France en Afrique, il ne pouvait prendre toute la mesure des obscurs calculs. Bref, vous m'avez compris, quoi qu'en disent les pieux adorateurs des saintes paroles de l'homme préféré des Français, je conclurai pour ma part que les leçons de morale du général de Gaulle à Israël, c'est ce dont le merveilleux La Fontaine faisait ses fables. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre, un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. Jean de La Fontaine, La Cour du Lion, merci de votre écoute.